D'accord. Merci tout le monde pour être là avec nous aujourd'hui. On est un petit groupe. J'espère que quelques personnes vont nous joindre au cours de la présentation. Mais on va enregistrer cette présentation et ça sera disponible sur le site web de Catalyst Global pour les gens qui n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui. Je sais aussi que dans certains pays, je crois, c'est un jour férié à cause de la nuit de destin. Donc, peut-être il y a certaines personnes qui ne sont pas en ligne aujourd'hui non plus. Je vais allumer une vidéo. Voilà. Moi, je m'appelle Beth Brogard. Je suis le directeur adjoint pour le projet ECO, Expanding Effective Contraceptive Options, financé par USAID. Aujourd'hui, je suis ravie de présenter notre évaluation de l'estimation de la taille du marché et la prévision de la demande pour les technologies contraceptives nouvelles et moins utilisées et notre ensemble de recommandations qui a été financé par le projet ECO de l'USAID et l'initiative LEAP par la Fondation Gates. Mon collègue Beth Lacroix a présenté sur ce sujet en anglais en septembre 2022 et c'est mon plaisir de partager avec vous aujourd'hui la même présentation en français. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chatbot pendant la présentation et on aura du temps à la fin de la présentation pour répondre. Slide. Donc, je vais commencer avec le contexte, objectif et méthode de notre évaluation. Slide. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, on estime que 218 millions de femmes ont un besoin non satisfait de contraception moderne. Cela signifie qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants dans les 2 prochaines années ou pas du tout, mais n'utilisent pas une méthode moderne de contraception. Lorsqu'on leur demande pourquoi elles n'utilisent pas la planification familiale moderne, les 2 réponses les plus courantes sont 1. Les problèmes de santé, y compris les risques pour la santé, les craintes d'effets secondaires et les changements indésirables du cycle menstruel. Et 2. Les rapports sexuels plus fréquents. Les nouvelles méthodes contraceptives ont le potentiel d'accroître l'utilisation de contraceptifs modernes et d'améliorer l'expérience des clients, en particulier en répondant à un besoin de ceux qui choisiraient une méthode moderne si elle correspondait mieux à leurs préférences. Par exemple, en termes de profil d'effets secondaires ou de profil à la demande plutôt que d'utilisation continue. Les estimations de la taille du marché et les prévisions de la demande sont couramment utilisées pour éclairer les décisions majeures concernant l'introduction d'un nouveau produit contraceptif, les investissements précoces en recherche et développement au plan d'approvisionnement initial et de lancement dans le pays. Des prévisions précises aident à prendre les meilleures décisions et peuvent réduire l'offre excédentaire ou insuffisante, optimisant ainsi l'utilisation de ressources limitées. Se procurer trop d'une méthode et de l'argent a été gaspillé sur des produits qui ne seront pas utilisés, qui auraient pu servir à autre chose. Se procurer trop peu et les femmes devront s'en passer. Il est difficile de prévoir la demande pour ces nouvelles méthodes, car il y a généralement peu ou pas de données historiques et peu de directives publiées sur le sujet. Slide. Nous nous sommes appuyés sur un guide existant publié par la Coalition des services de santé reproductive, RHSC, en 2012 pour intégrer les leçons apprises au cours de la dernière décennie avec l'introduction des implants contraceptifs, des DIU hormonaux et des injectables sous-cutanés. Alors que le guide original se concentrait sur la prévision de la demande pour les décisions d'approvisionnement immédiates, nous avons adopté une approche plus large tout au long du cycle de vie du produit, y compris les produits encore au début de phase de développement. Slide. Notre objectif est de soutenir une prise de décision judicieuse et basée sur des prévisions et une interprétation précise des données pour les nouvelles technologies contraceptives modernes au sein de la communauté mondiale de la santé. Pour ce faire, nous avons évalué et décrit les méthodes, les hypothèses et les objectifs des approches de prévision communes. Et enfin, nous avons recommandé un ensemble de bonnes pratiques. Slide. Donc, quel était notre processus pour arriver à ces recommandations sur les meilleures pratiques? Nous avons commencé par une revue de la littérature grise et évaluée par les pairs. Nous avons utilisé la documentation pour clarifier les termes et concepts clés et pour établir un cadre conceptuel que nous avons élaboré dans notre guide d'entrevue
auprès des informateurs clés. Nous avons ensuite interviewé 29 experts pour peaufiner notre cadre, en intégrant les commentaires et en mettant à jour le cadre et le guide après chaque entrevue. Nous avons sélectionné des experts en prévision de la demande et en estimation du marché des produits contraceptifs, en mettant l'accent sur une expertise spécifique dans les produits contraceptifs qui ne sont pas encore disponibles à grande échelle. Les experts représentaient à la fois les producteurs et les consommateurs, y compris les donateurs, les fabricants, les fournisseurs d'assistance technique, les acheteurs institutionnels et un fonctionnaire du ministère de la Santé. Nous avons codé les notes de chaque entrevue à l'aide d'une analyse de contenu thématique. Nous avons utilisé les résultats de cette analyse pour élaborer nos recommandations clés et notre manuscrit final. Slide. Slide. Nous avons constaté que les prévisions éclairent de nombreuses décisions différentes tout au long du cycle de vie du produit. En haut, vous verrez l'étape du produit, de la recherche et développement à ceux qui ne sont pas encore introduits ou largement disponibles, en passant par les produits disponibles à grande échelle. La longue boîte rose énumère les principaux utilisateurs des prévisions, suivant essentiellement l'étape du produit, des développeurs de produits aux fabricants, donateurs, acheteurs, institutionnels, y compris les gouvernements et implémenteurs. Les grandes boîtes blanches détaillent les types de décisions éclairées par les résultats prévisionnels à chaque étape du produit. La case blanche de gauche couvre à la fois la recherche et développement précoce et tardif. Ici, les décisions ont tendance à porter sur le développement de nouveaux produits répondant aux besoins des consommateurs, la promotion d'investissement, l'investissement dans le développement de produits et les décisions de compris au sein d'un portefeuille. Ces prévisions ont tendance à être à long terme, envisageant des années, dans certains cas des décennies dans l'avenir. La boîte blanche du milieu couvre les produits qui ne sont pas encore introduits à grande échelle. Ici, les décisions peuvent porter sur le plaidoyer, les investissements et la planification des priorités nationales et des étapes réglementaires, les interventions de façonnage du marché, telles que la tarification de l'accès ou les plans nationaux d'introduction des produits. Ces prévisions peuvent avoir un horizon temporel moyen à l'échelle d'un à plusieurs années. Dans la boîte la plus droite, les prévisions ont tendance à éclairer la planification de l'approvisionnement pour la distribution, ainsi que la planification de la production pour les fabricants. Cela s'applique principalement aux produits déjà disponibles à grande échelle, mais peut également s'appliquer aux produits prêts à être largement introduits. Ces types de prévisions ont tendance à être à court terme, par exemple trimestriel. Slide. Nous nous concentrerons ensuite sur les types d'entrants requis pour chaque objectif de prévision. Encore une fois, des décisions de recherche et développement à gauche, de la planification de l'introduction et de la mise en fond du marché au milieu, et à la planification de la production, approvisionnement à droite. À toute fin, les données clés proviennent des recherches sur les consommateurs ainsi que des données démographiques. La recherche auprès des consommateurs demande quelle est la probabilité qu'une femme adopte cette nouvelle méthode de contraception, le taux de conversion. Cette recherche peut prendre de nombreuses formes, y compris l'exposition au profil de produits cibles, des expériences à choix discret, des marchés de tests simulés ou même l'extraction de données à partir d'enquêtes à grande échelle ou des programmes pilotes de petite envergure. Le taux de conversion peut ensuite être appliqué aux données démographiques pour estimer le nombre de femmes qui utiliseraient potentiellement la nouvelle méthode de contraception. En plus de la recherche sur les consommateurs et de la démographie, d'autres approches sont souvent développées en tandem. Avec les nouveaux produits, nous n'avons pas de données historiques de consommation spécifiques au contexte, mais nous pouvons utiliser les données historiques d'un produit ou d'un marché indicatif. Par exemple, il pourrait s'agir d'examiner les données sur le DIU au cuivre lors de l'estimation de la demande pour le DIU hormonal, ou d'examiner l'introduction d'un produit au Bénin pour prédire l'adoption au Togo. Un mot d'avertissement. La sélection d'un bon produit indicatif implique son propre ensemble de meilleures pratiques que nous aborderons ensuite. Enfin, lors de la mise en marché d'un produit et de la planification de la production, il est également important de tenir compte des contraintes et des possibilités propres au contexte, comme la capacité
de prestation de services ou la phase de financement d'un plan de programme national. Cela sert souvent de vérification de la réalité à la prévision initiale. Dans le cas où ces approches fournissent des estimations radicalement différentes, nous nous tournons vers l'opinion d'experts pour aider à concilier les différences. Slide. Les estimations de la taille du marché et les prévisions de la demande produisent des estimations ou résultats dans une vérité d'unité. Les résultats du modèle sont souvent déterminés par l'étape du cycle de vie du produit et le consommateur prévu du modèle. Plusieurs informateurs clés ont indiqué que les unités de sortie du modèle variaient généralement tout au long du cycle de vie du produit. Les modèles peuvent également produire plusieurs unités de sortie différentes utilisées en combinaison pour la prise de décision. Néanmoins, il est difficile de convertir entre différents types d'unités une fois que les prévisions ont été élaborées. Donc, il faut déjà en penser dès le début. En plus des unités, il faut prendre en compte le type de résultat souhaité et de reconnaître l'incertitude et d'éviter d'impliquer une fausse prévision. Il faut être clair sur l'hypothèse, perspective ambitieuse ou conservatrice par exemple, ainsi que la période pour laquelle vous cherchez des estimations, un point unique ou au fil du temps. Surtout quand on cherche des estimations du marché pour les contraceptifs, les prévisions pour l'ensemble de la combinaison des méthodes sont importantes pour les décisions relatives à l'établissement des priorités de financement. Il faut reconnaître que les nouveaux produits contraceptifs doivent être contextualisés dans l'ensemble du marché contraceptif actuel et futur. Slide. Donc, nous avons compilé ces résultats en plusieurs recommandations clés. Slide. D'abord, nous avons relevé 3 grandes catégories d'observations tirées de nos entrevues avec les informateurs clés, soit en ce qui concerne le choix de l'approche, la réalisation des prévisions et la communication des résultats. Lors du choix d'une approche, tous les informateurs clés ont souligné l'importance de choisir une approche adaptée à l'objectif. Communiquez clairement cet objectif et l'utilisation prévue. Laissez-le guider votre approche tout en gardant à l'esprit les contraintes des ressources. Lors de la réalisation de la prévision, il est important de tenir compte des changements de méthode de fait, d'une méthode contraceptive existante à la nouvelle méthode, et de l'effet que cela aura sur la combinaison de méthodes par rapport à un non-utilisateur adoptant la nouvelle méthode. Examinez les contraintes et les opportunités pour tester la réalité des résultats prévus. Même s'il y a une forte demande pour un produit, le système de santé peut-il suivre? Y a-t-il suffisamment de fournisseurs? Y a-t-il un flux de financement stable? Ceci est encore plus important lorsque les prévisions alimentent un plan d'approvisionnement. Enfin, lorsque vous communiquez les résultats, exprimez clairement vos hypothèses. Reconnaissez l'incertitude de la prévision et celle-ci est souvent oubliée. Prévoyez les prévisions et actualisez les résultats une fois que vous avez de meilleures données sur votre hypothèse. Slide. Deuxièmement, nous recommandons de suivre un processus décisionnel simple lors de l'élaboration d'une approche d'estimation ou de prévision de marché. Les informateurs clés ont souligné l'importance de choisir un modèle adapté à l'usage prévu par le consommateur. En collaboration avec les intervenants, déterminer l'objectif de la prévision. Quelles décisions seront éclairées par cet exercice? La décision d'investir ou non dans le développement d'un nouveau produit nécessite une approche différente de la création d'un plan national d'introduction d'une nouvelle méthode. Les résultats, les hypothèses et les intrants sont tous en cascade à partir de cette première étape. Il est donc important de bien faire les choses. Deuxième, décider des types de sorties nécessaires pour prendre la décision que vous venez d'articuler. Gardez à l'esprit qu'il est difficile de convertir entre les unités une fois la prévision terminée. Avez-vous besoin du nombre total d'utilisateurs ou du nombre de produits achetés? Il est également important de déterminer comment tenir compte de l'incertitude entourant les résultats. Tenir compte de la façon dont une fourchette d'incertitude affectera les décisions de prévision. De nombreux informateurs clés ont recommandé de créer une estimation moyenne avec les meilleurs et les pires scénarios, en articulant clairement les hypothèses pour chaque scénario. Et en troisième, déterminer les intrants et les hypothèses dont vous avez besoin pour obtenir ces résultats. Présentez clairement
les intrants nécessaires. Idéalement, nous aurions le temps et les ressources nécessaires pour effectuer des expériences à choix discret ou des marchés de tests simulés pour chaque prévision. Malheureusement, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Déterminez quels intrants répondent le mieux à vos besoins, tout en gardant à l'esprit les contraintes des ressources. Les hypothèses devraient être clairement formulées et fondées sur les meilleures données disponibles et les connaissances spécialisées. Nous recommandons d'obtenir l'adhésion des parties prenantes, ainsi que de documenter les hypothèses et de les rendre disponibles avec les prévisions chaque fois que possible. Une dernière remarque, comme l'ont fait remarquer les informateurs clés, il est important de mettre à l'essai le modèle et les hypothèses, en tenant compte de la capacité de prestation de services et en tenant compte des réalités du financement comme facteur potentiel limitant les taux. Dans les cas où la vérification de la réalité est différente de la prévision initiale, l'avis d'expert peut être demandé pour concilier les différences. Enfin, il est important de mettre à jour les prévisions lorsque de nouvelles données sont disponibles. Une fois qu'un nouveau produit est introduit sur le marché, les données auparavant inexistantes peuvent remplacer les hypothèses initiales concernant l'utilisation et la consommation. Slide. Bien que le fait de suivre le processus décisionnel aidera à fournir des prévisions plus claires et plus valides, d'autres facteurs peuvent affecter l'exactitude d'une prévision. Ces pièges peuvent souvent entraîner des surestimations de la taille du marché et de la prévision de la demande, ce qui peut entraîner une mauvaise utilisation de ressources limitées. Il est important de tenir compte des surestimations parmi les répondants afin de corriger la surestimation, l'exagération et le biais de désirabilité lors de l'intégration des données de recherche sur les consommateurs. Une approche suggérée consiste à pondérer les réponses à l'enquête en fonction de la probabilité d'adoption de la méthode. Par exemple, en écartant plus fortement « je l'utiliserai probablement » que « j'utiliserai certainement ». Une autre option consiste à tenir compte de la satisfaction des consommateurs à l'égard de leur méthode de contraception actuelle. Ceux qui sont très satisfaits de leur méthode actuelle seront moins susceptibles de passer à la nouvelle méthode et peuvent être écartés. Les données sur la consommation de produits, en particulier l'absence de prise en compte de l'abandon, peuvent également contribuer à surestimer la demande. Pour les nouvelles méthodes de contraception, il n'y aura que peu ou pas de données sur les taux d'abandon. L'application de tarifs pour un produit indicatif approprié avec un profil de renouvellement similaire peut aider à réduire les erreurs de surestimation. Cependant, même de petites périodes d'arrêt du produit peuvent avoir des répercussions importantes sur une provision. Bien qu'un consommateur puisse déclarer utiliser systématiquement une méthode de contraception, il peut toujours y avoir plus de temps entre les renouvellements ou les doses sautées. Un informateur clé a noté que les personnes peuvent facilement surestimer leur consommation annuelle d'un mois entier. Lorsqu'elle est appliquée à une prévision à grande échelle, cela pourrait entraîner une différence substantielle dans l'utilisation réelle, indépendamment de la précision des autres intrants et hypothèses du modèle. Envisagez le SCOMP pour l'autodéclaration du consommateur. Enfin, de nombreuses prévisions ne se concentrent que sur une seule méthode. Les participants à l'étude qui ne sont pas au courant de toute la gamme des options contraceptives existantes peuvent dire qu'elles utiliseraient la nouvelle méthode, alors qu'elles seraient en fait plus intéressées à adopter une méthode existante si elle était facilement accessible et présentée de la même manière. Une prévision de la demande en méthode unique peut également ne pas tenir compte de la probabilité d'une cannibalisation du marché. Les utilisateurs passent d'une méthode existante à la nouvelle méthode, ce qui réduirait l'impact de la nouvelle méthode sur le taux de prévalence contraceptive moderne. Dans la mesure du possible, il est important d'estimer non seulement l'adoption de la nouvelle méthode contraceptive, mais aussi de la contextualiser dans la combinaison complète des méthodes. Cela nous permet de mieux comprendre l'adoption probable réelle et l'équilibre des coûts et des avantages associés à l'introduction. Slide. IGO a eu l'occasion d'appliquer ces recommandations et meilleures pratiques à ses travaux récents aux Philippines pour estimer la taille potentielle du marché des applications MPAM. Slide. D'abord, c'est quoi MPAM?
En anglais, MFAM veut dire Modern Fertility Awareness Method. C'est des applis pour smartphone qui permettent aux femmes de gérer le calendrier de leur cycle pour éviter la grossesse ou qui cherchent de tomber enceinte. Pensez de collier du cycle, mais de façon numérique. Quelques applications hommes-femmes ont maintenant l'approbation de la FDA, les autorités réglementaires américaines, pour être considérées comme une contraception moderne avec des taux d'efficacité accrus et une base de preuves à l'appui. ICO a décidé d'explorer la demande potentielle d'applications hommes-femmes aux Philippines pour aider à combler les lacunes sur le marché de l'EPF. Notre recherche visait à comprendre s'il s'agissait d'une méthode que les femmes voudraient utiliser et, le cas échéant, quel démographique pourrait être le plus intéressé par une application homme-femme pour prévenir la grossesse. Considérant qu'il existe de nombreuses applications de suivi des règles disponibles, plus de 100, une application approuvée par l'autorité réglementaire sera-t-elle quelque chose d'intéressant? ICO a mené des recherches sur les méthodes mixtes pour recueillir des informations formatives et comprendre le consommateur potentiel avec l'intention de développer un modèle pour estimer la taille potentielle du marché des applications hommes-femmes. Les données du modèle proviennent des données quantitatives collectées par le biais d'enquêtes en ligne et hors ligne au premier trimestre de 2023. Et le modèle lui-même utilise un bon nombre des meilleures pratiques mises en évidence dans l'évaluation des prévisions de la demande, comme je viens de présenter. Nous ne partagerons pas le modèle actuel aujourd'hui, mais pour ceux qui sont intéressés, joignez-vous à nous pour notre prochain webinaire en anglais qui aura lieu à la mi-mai pour partager ces résultats de notre recherche et le modèle. Quand même, je vais vous partager quelques bonnes pratiques appliquées grâce aux recommandations qui sont ressorties de l'évaluation. Slide. Vous vous souviendrez du processus décisionnel présenté précédemment. Nous l'avons appliqué à notre processus de conception pour éclairer notre conception de recherche dans le but de générer un modèle qui estimerait la taille du marché. Slide. Nous voulions en savoir plus sur l'introduction d'une nouvelle méthode contraceptive, une application homme-femme approuvée par l'autorité réglementaire des États-Unis, pour estimer le marché potentiel total par âge, étant entendu que nous aurions des estimations supérieures et inférieures basées sur un certain nombre de considérations. Pour trouver cette estimation, nous aurions besoin de données sur la population, de connaissances des consommateurs et de recherche, ainsi que d'ajustements convenus pour tenir compte des surestimations dans les réponses. Slide. Comment nous avons intégré les meilleures pratiques tirées de l'évaluation des estimations de la demande? D'abord, l'objectif du modèle était clairement articulé dès le début, parce que nous avions prévu de compléter une estimation de la taille du marché dans le cadre de notre recherche formative. Nous avons pu inclure des questions spécifiques dans notre enquête quantitative afin de générer les données nécessaires à notre prévision de la demande. Nous avons également été clairs dès le début sur l'objectif de notre modèle, qui était de partager une estimation de la taille potentielle du marché intéressé par l'utilisation d'une application homme-femme pour la contraception. 2, il y avait l'application de facteurs d'actualisation pour tenir compte de la surestimation. D'après ce que nous savons de la documentation et de nos entrevues avec les informateurs clés, nous avons appliqué des facteurs d'actualisation fondés sur la force de la réponse. Par exemple, toute personne répondant peu probable d'utiliser, plutôt peu probable d'utiliser ou utiliserait peut-être, était présumée ne pas utiliser réellement la méthode. Et pour ceux qui ont déclaré qu'ils étaient assez ou très probables d'utiliser, on a appliqué un taux déduit pour éviter les surestimations. Nous avons également appliqué des facteurs d'actualisation pour tous les répondants qui se sont dit satisfaits de leur méthode actuelle. La raison en est qu'il est peu probable qu'ils passent à une autre méthode s'ils sont satisfaits de leur choix actuel, à la fois pour la satisfaction à l'égard de leur méthode actuelle et aussi pour la surestimation de l'adoption. Toute personne qui a dit quelque peu ou très a quand même été écartée un peu. 3, on a pris en compte le rôle des changements de méthode dans la combinaison complète des méthodes. Demander aux répondants s'ils utilisent la méthode nous donne une estimation de la taille du marché. Mais en examinant également les méthodes que les répondants utilisent actuellement et s'ils passeraient à homme-femme à la place de leur méthode actuelle,
ou l'utiliseraient en plus de leur méthode actuelle, nous pouvons examiner comment l'introduction d'une application MFAM pourrait affecter les combinaisons complètes des méthodes. Par exemple, si une femme utilise le DIE, c'est peu probable qu'en actualité, elle utilisera l'appli MFAM en plus de DIE. Cependant, une femme qui utilise des préservatifs est plus probable d'utiliser MFAM en plus de préservatifs. Finalement, il faut être clair sur les estimations aux bases sur l'incertitude et l'incertitude. Nous utilisons un intervalle de confiance à 95% pour chaque variable du modèle afin de tenir compte de l'incertitude et de fournir une fourchette potentielle d'estimation. Bien que nous n'ayons pas de plan d'introduction pour intégrer des scénarios de mise à l'échelle, nous fournirons l'estimation de la taille du marché et de la fourchette d'incertitude à différents niveaux de prix pour l'application en fonction des données sur la volonté de payer recueillies dans le cadre de l'enquête. Slide. Nous sommes très heureux de partager à la fois les recommandations et les meilleures pratiques issues de notre examen, ainsi que la façon dont nous les avons appliquées à notre travail de prévision de la demande avec les applications MFAM aux Philippines. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochain webinaire où nous partagerons plus d'informations sur ce travail. Je vais partager le lien vers l'article évalué par des pairs dans le chat et l'ouvrir aux questions. Ma collègue Beth LaCroix est en ligne, l'une des principales auteurs de l'article, et bien qu'elle ne parle pas français, elle peut aussi aider à répondre à toutes les questions. Merci pour avoir suivi cette présentation et à vous pour des questions. Oui, Ibrahim, je vois le main levé. Oui, bonjour à tous et merci Daniel pour cette présentation intéressante. Et moi, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir si la présentation pourra être partagée après. Et la deuxième, j'ai vu que l'estimation du marché s'est basée sur les besoins non satisfaits. Donc, on suppose qu'on a déjà le pourcentage ou le nombre de femmes qui ont des besoins non satisfaits. Pourquoi ou est-ce qu'il est possible aussi, ou peut-être ça peut être une piste de réflexion, de penser aussi aux besoins non exprimés, puisque généralement, pour toutes nos interventions en matière de planification familiale, généralement, tous les acteurs, nous oublions les besoins non exprimés. C'est plus facile de connaître, bien sûr, les besoins non satisfaits, mais très difficile de connaître les besoins non exprimés. Puisque généralement, moi, je suppose que peut-être les femmes qui n'expriment pas ces besoins sont peut-être beaucoup plus nombreuses que celles qui n'ont pas de besoins satisfaits. Merci. Merci, Ibrahim. Et je voudrais préciser mon organisation, c'est Jipaego. Ah, super. Très content que tu sois là avec nous. Pour la première question, oui, bien sûr, on va partager cette présentation. Ça sera disponible sur le site web de Catalyst Global. On va partager le lien après. Si vous permettez, je vais reprendre la question en anglais pour ma collègue Beth LaCroix, qui, je crois, peut mieux répondre à cette question que moi. Beth, are you there? Can I translate a question for you? Please. Ibrahim from Jepaigo is remarking on the fact that we talk about unmet need and using that as part of our within the calculations and the considerations. And I'm wondering, have you thought about, or how might we consider the need that has unmet need that has not been expressed? So women that maybe don't yet know that they or haven't expressed a need for contraception. That is a good question. I think that there is a role to consider in that when we're looking at, when we are looking at a demand forecast going forward. So, a market size estimate kind of gives us this point in time estimate. A demand forecast lets us look a little farther ahead and consider, scaling up a new method or rolling it out.
And I think that when we start to consider that scale-up piece is really when we also want to consider, you know, whether there is a demand generation piece that's happening at the same time, other SBC interventions we may be doing concurrently, and really starting to look at that piece when we're looking at that scale-up scenario. Right, thank you. Donc, elle était en train d'expliquer que c'est une très bonne question. Bien sûr, comme vous avez aussi souligné, c'est difficile de savoir combien de femmes ont un besoin non exprimé. Donc, elle est en train d'expliquer que c'est vraiment un moment de la mise à échelle où on peut essayer, par exemple, avec les activités de création de la demande, par exemple, de toucher ces personnes qui peut-être ne sont pas encore prises en compte par le besoin non satisfait. Donc, c'est quand on est en train de regarder la mise à échelle et dans l'horizon temporel ou bien moyen terme, qu'on peut penser des activités de création de la demande, pardon, pour atteindre cette population. Mais effectivement, c'est très difficile à quantifier ce chiffre par avant. Oui, Prince. Bon, merci beaucoup, Beth, pour la présentation. Moi, je vais peut-être faire plutôt un commentaire d'abord et peut-être épicer un peu ce que disait Ibrahim tout à l'heure. Mon commentaire, c'est vraiment vous remercier, vous féliciter pour cette présentation et j'espère vraiment que cette approche sera adoptée par beaucoup de plateformes pour qu'on évite en réalité dans la question de mise en œuvre quelques couacs. Je m'explique. J'ai apprécié qu'on ait pu aujourd'hui, dans cette présentation, faire vraiment une nuance entre ce que déclarent les potentielles utilisatrices ou utilisateurs qui ne sont même pas contraints à utiliser aujourd'hui parce qu'ils ont répondu à une seule question quand ils disent « j'utilisais probablement ». Ce n'est vraiment pas une évidence. Mais généralement, à ce niveau-là, c'est qu'on voit les équipes de recherche et les équipes programmatiques qui travaillent, qui sortent des quantités ou qui sortent des estimations de la taille de marché pour dire que dans le thème de projection, on pourrait avoir ces volumes. Et quand on voit après, au niveau de la mise en œuvre, les équipes de force de vente, généralement, se retrouvent en difficulté par rapport à ces estimations. Et c'est pourquoi j'ai apprécié les questions de surestimation, comment prendre en compte ces questions de surestimation pour aller vraiment à l'évidence. Premier commentaire. Deuxième commentaire, je souriais un peu quand je suivais la présentation, quand on a parlé des utilisatrices satisfaites et des nouvelles méthodes qu'on propose. De mon expérience sur les 10 dernières années avec les programmes, quand on voit de près avec les équipes marketing, on a plutôt tendance, vu les moyens que nous disposons dès les débuts pour les nouvelles méthodes, en termes de communication, en termes d'approche marketing, les gens sont plus tentés à essayer quelque chose, ce qui fait qu'ils utilisent la nouvelle méthode, alors qu'antérieurement, c'est des gens qui étaient déjà satisfaits d'une méthode. Cela voudrait dire quoi? On n'augmente pas réellement la taille des utilisatrices, mais on fait changer d'une méthode qui vont à l'autre méthode. Et c'est pourquoi j'ai dit j'apprécie vraiment cette approche-là, pour que cela nous permette de savoir. Je ne sais pas si c'est moi seul, mais Quel dosage nous faisons. Voilà. C'est nous-mêmes qui sommes en train de marketing. Le nouveau produit, voilà, pourrait fausser un peu les données. Donc, j'apprécie vraiment le partage et j'espère vraiment qu'au niveau de la mise en œuvre, les plateformes vont vraiment adopter cette approche-là pour que nous puissions parler de commun accord. Je suis de PSI et tout le monde sait, je suis beaucoup plus au niveau de l'équipe marketing. Voilà pourquoi je parle de cette autre voie. Pour épicer un peu ce que disait Ibrahim, je ne sais pas, à l'entendre parler, j'ai l'impression qu'il a une expérience en matière d'estimation des besoins non exprimés. Je ne sais pas, Ibrahim, c'est moi qui pousse le bouchon et on est ensemble. S'il y a des partages d'expérience, des choses sur lesquelles vous avez travaillé dans ce sens, je crois que c'est peut-être le moment de nous les soulever. Merci beaucoup, Beth. Merci, Prince. Je vois la main d'Alimatou.
Oui, merci beaucoup, Beth. Ravie d'être invitée sur cette présentation. Et, vraiment, je vais un peu dans le sens de Prince, hein, pour dire que moi, je suis particulièrement ravie des recommandations qui ont été données et pour que les gens puissent faire attention à certains biais dans les études. Vous avez parlé d'une fourchette d'incertitude dans le processus et aussi de tenir compte du fait que les gens changent, les femmes changent souvent de méthode à cause des effets secondaires. Donc, comme on a dit, si nous voyons bien comment évolue la prévalence contraceptive dans nos pays, souvent on se dit, avec tout ce qui est investi, avec tout ce qu'on amène comme médicaments, pourquoi ça n'avance pas? Parce que souvent, c'est peu de nouvelles utilisatrices qui viennent, mais c'est plutôt des utilisatrices qui changent de méthode parce que, oui, comme vous l'avez souligné dans le contexte, nous sommes vraiment dans un contexte où de plus en plus, nous devons travailler sur les méthodes qui tiennent compte vraiment comment je vais dire, du confort des femmes parce que les effets secondaires vraiment perturbent un peu les prévisions. Ça perturbe les prévisions et donc lorsqu'on est dans une nouvelle méthode, on devait vraiment faire attention à ces choses. Et en tant que prestataire au départ, même si je me retrouve aujourd'hui au niveau du marché, je peux dire que par exemple, pour le dire, pendant longtemps, dans les maternités, lorsque nous présentons le DIU aux femmes, nous disons c'est la seule méthode qui n'est pas hormonale. C'était notre seule façon pour attirer un peu les femmes qui sont un peu réticentes par rapport aux hormones. Et donc, maintenant, quand nous allons vouloir leur présenter le DIU hormonal, je me suis demandé quel langage nous allons utiliser en ce moment. Donc, il y a plusieurs facteurs dont on doit tenir compte vraiment lorsqu'on est en train d'introduire un nouveau produit pour ne pas faire des surestimations qui ont des conséquences vraiment graves, d'abord sur l'environnement et ensuite pour le réapprovisionnement. Et tout à l'heure, vous avez dit que, par exemple, une étude a montré que les gens surestiment leurs besoins jusqu'à un tiers de plus. Et là, vraiment, ça m'a écœuré parce que qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un peut surestimer son besoin jusqu'à ce niveau? C'est la peur d'une rupture antérieure. C'est la peur que si je ne dis pas que j'ai besoin et je ne me donne pas un gros intervalle, peut-être que j'irai manquer le produit dans le centre de santé. Donc, comme ça, les gens surestiment un peu leurs besoins et donc ça fait vraiment un cercle vicieux lorsque vraiment nous ne faisons pas attention au début. En même temps, nous surestimons, nous créons après des ruptures de stock et le réapprovisionnement devient difficile. Du coup, la phase d'essai qui était censée être une phase pour évaluer, permettre que cela soit étendu, la phase d'essai ne marche plus vraiment. Donc, moi, j'ai trouvé des recommandations très pertinentes auxquelles souvent on ne fait pas attention parce qu'on est emballé vraiment dans le fait que, voilà, nous apportons quelque chose de nouveau et souvent, après, on est un peu déçu des résultats que ça donne. Et en tout cas, merci pour m'avoir fait participer à ce travail. Merci, Alimatou, et très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Je crois que vous avez bien souligné le fait que quand on parle de contraception, c'est assez compliqué. C'est pas comme les autres produits. Il y a ce taux de conversion. On est en train de chercher un impact sanitaire qui va au-delà de juste le nombre d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, on veut répondre aux différents désirs et besoins des femmes. En même temps, on veut élargir le nombre de femmes qui sont en train d'utiliser ces différents produits. Donc, il y a plein de petites pièces qui sont fluides, très fluides. Il faut les prendre en compte tous.
Merci pour les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? J'ai mis le lien pour l'article que nous avons écrit dans le chat. Donc, malheureusement, ce n'est qu'en anglais, mais j'espère que vous allez regarder quand même. Ça aide tous les détails. Donc, on avait présenté un résumé aujourd'hui. Bon, je ne vois pas d'autres questions ni d'autres commentaires. Donc, il ne reste que de vous remercier pour être avec nous aujourd'hui. Vraiment, on apprécie la participation. Comme j'ai dit, je sais qu'on était un petit groupe, mais je crois que c'est quand même le début de cette dissémination en français. On espère que vous allez partager ça aussi avec vos collègues qui seront intéressés et qui peuvent utiliser ces recommandations. Le projet ICO reste disponible si jamais vous avez besoin de plus d'informations ou si on peut aider avec certaines questions. Comme j'ai dit en répondant à la question d'Ibrahim, on va partager le lien de cette présentation et ça sera aussi disponible sur le site web de Catalyst Global. Donc, merci à vous tous et bonne fin de journée.